Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir tous de si bon matin pour notre cours. Quelle bonne surprise, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est une très bonne surprise de vous voir. Par contre, j'aurais préféré vous voir un peu plus tard, mais c'est pas moi qui ai choisi l'heure de ce cours. J'espère que vous êtes tous bien réveillés, bien prêts à suivre ce cours. On va conclure ce cours sur ce qu'on appelle les machines de Turing à la décidabilité. Cette partie-là, c'est moi qui m'en occupe. Et plus Franck Kessette, on s'est partagé le cours comme ça. Donc, je vais vous présenter tout de suite un peu de quoi il s'agit, mais c'est le prolongement complet de ce qu'on a fait avant, bien sûr. Hein. Alors, j'avais quelques petits problèmes techniques, mais je crois que c'est réglé. Est-ce que... Non, vous ne voyez pas encore mon écran. Je vais vous le partager. Hop. Voilà, vous devrez voir mon écran normalement. Je vais remettre le chat, par contre, qui a disparu. Hop. C'est toujours un petit peu difficile parce que ça rame pas mal. Pourquoi en ce moment Zoom a des petits problèmes. Je vais couper ma vidéo du coup, désolé. Ça va alléger un petit peu peut-être. Aïe aïe. Ah, c'est terrible ça. Ok, désolé, j'ai coupé le partage parce que ça prenait trop de ressources là. Je vais régler quelque chose pour pouvoir vous parler correctement. Alors, normalement, je vais couper ma vidéo. Voilà. Et puis, je vais normalement régler. Est-ce que c'est... Tac. Hyper pénible ce truc. On va essayer. Share screen. Si je share ça. Voilà, ça a l'air de marcher mieux. Super. Je vais quand même essayer. Donc, de cliquer sur les options, ça fait ramer le truc. Bon, écoutez, tant que... Du coup, je vois pas le chat, c'est ça qui m'embête. Comment est-ce que je peux lancer le chat, me forcer à lancer le chat? C'est terrible. Alors, attendez, on va faire un truc. Je suis vraiment désolé que ça prenne du temps. C'est Zoom qui ne se comporte pas très bien depuis quelques temps. Tchac. On aimerait bien travailler avec des choses plus efficaces. Punaise. Bien sûr, ça ne marche pas. Bon, tant pis. On va se débrouiller comme ça. J'arrive à... C'est terrible. Bon, ben, écoutez, ce que vous allez faire, c'est, si vous voulez me dire quelque chose, vu que j'ai des problèmes pour voir le chat et partager quelque chose en même temps, vous pouvez prendre la parole. Normalement, je devrais vous entendre. Je mets bien mon son suffisamment fort. Surtout, n'hésitez pas à prendre la parole et me couper pour demander des explications, d'accord? Parce que là, du coup, je risque de pas voir le chat. J'ai trop de difficultés. Alors, c'est parti. Parlons des machines de Turing. Désolé pour ce petit temps, j'espère que ça va marcher. Surtout, essayez de prendre la parole et de me dire s'il y a un problème à un moment. Ouais, parce que là, je ne vous verrai pas. OK. Donc, on va parler des machines de Turing. Qu'est-ce que c'est, les machines de Turing? Alors, avant de dire ce que c'est, il faut rappeler un petit peu l'objectif du cours et ce qu'on a vu. Et la question un petit peu fondamentale qu'on essaie de traiter dans ce cours, c'est qu'est-ce que c'est un mode de calcul? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on calcule? Qu'est-ce que c'est les dispositifs qui permettent de réaliser un calcul? Et quand on dit réaliser un calcul, c'est dans le sens exécuter un algorithme, d'accord? Un calcul, c'est pas juste 1 plus 1 égale 2.
D'accord? C'est n'importe quel dispositif qui permet à partir d'une entrée de produire une sortie. OK? Donc, par exemple, votre cerveau est un dispositif de calcul. Enfin, j'espère, en tout cas pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est la question. Comment est-ce qu'on calcule? Quel genre de dispositif de calcul on a à notre disposition? Et il y a une question encore plus, on va dire, philosophique, mais qu'on va traiter aussi à la toute fin du cours, c'est quel genre de problème, quel genre de fonction on peut calculer, quel genre de problème on peut résoudre avec un dispositif de calcul. Est-ce qu'on peut résoudre tous les problèmes? Quel genre de problèmes sont efficacement résolubles? Ce genre de questions-là. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans ce cadre-là? Eh ben, on a vu plein de modèles de calcul, du plus simple au plus compliqué. On a commencé par l'automate fini, fini non déterministe. On a vu des choses équivalentes, les expressions régulières, certains types de grammaire d'ailleurs, les langages réguliers aussi, les langages rationnels. Tous ces trucs-là, on a vu que c'était équivalent. Donc on peut avoir plein de modèles différents, mais néanmoins qu'on puisse calculer les mêmes choses avec. Ensuite, dans un deuxième temps, on a rajouté de la mémoire à nos automates. Parce qu'on avait vu qu'il manquait de la mémoire, on ne savait pas faire un compteur, par exemple. Donc on a dit, bon, on va rajouter une pile. Ça nous fait les automates à pile déterministes et non déterministes, qui là n'ont pas la même puissance de décision. Alors on l'a pas vu en détail dans le cours, mais un automate à pile déterministe, ça permet de calculer moins de choses qu'un automate à pile non déterministe. OK? Et puis, vous avez dû voir très rapidement certaines notions de grammaire qui sont équivalentes aux automates à pile non déterministes. C'est juste une manière encore alternative de voir les automates à pile non déterministes. OK? Et on peut se demander, bon, bah, on a un peu complexifié notre modèle de calcul, on a ajouté de la mémoire. Bah, est-ce qu'on va être capable d'imaginer des dispositifs de calcul plus généraux que ceux qu'on a déjà vus dans le début du cours? Et ça m'énerve vraiment de ne pas avoir le chat. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Au moins, j'ai la liste des participants. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez me mettre un petit symbole sur la liste des participants, quoi. OK? Et surtout, ouais, Monsieur, prenez la parole si vous avez besoin. En tout cas, je ne vous entends pas si jamais vous parlez là. OK. monsieur, Alors, je vérifie juste un truc. Est-ce que le son est correctement fonctionnel pour Zoom? J'essaie de faire des petites pauses comme ça, mais ouais, j'ai l'impression que le son n'était pas fort pour Zoom, que si vous me parliez, je risquais de ne pas entendre. Je vais augmenter pour voir. Voilà. Désolé, je ne sais pas pourquoi Zoom s'est mis depuis quelques semaines à faire n'importe quoi, et mes autres collègues, notamment ceux qui sont sous Linux, ont le même genre de problème. Ça rend un petit peu fou, alors qu'on avait pris Zoom plutôt que d'autres solutions pour avoir moins de problèmes. OK. Très bien, je vois que si vous levez la main, c'est que ça va. Si jamais c'est pour une question, allez-y directement. Et donc, une des questions qu'on va se poser, c'est donc bien sûr quel genre de dispositif de calcul on peut obtenir et quelles sont les limites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire. Et ça, on l'a déjà vu sur les modèles précédents. Donc, vous vous rappelez, on avait vu des limites. Par exemple, les automates à piles ne savent pas reconnaître le langage AN, BN. Ça, c'est le lemme de l'étoile qui permet de montrer ça. On n'a pas fait le TD dessus, on le fera l'année prochaine, mais vous avez vu en cours ça normalement. Il y a des langages qui ne sont pas reconnaissables par des automates. En fait, il y en a plein, évidemment. Et en particulier, donc, les automates ne savent pas simuler un compteur, un simple compteur. Okay, c'est pour ça qu'on a rajouté de quoi faire un compteur, une pile, sur les automates à piles. Mais en fait, on peut généraliser le lemme de l'étoile pour les automates à piles et montrer que les automates à piles, eux, ils ne savent pas simuler deux compteurs. Donc AN, BN, CN, ils ne savent pas faire. On se rappeler de deux choses. OK? Et alors on pourrait se dire, bon, bah, une direction naturelle pour généraliser les automates, c'est de dire, bah, je vais regarder les automates sans pile, les automates avec une pile, bah, je vais regarder les automates avec 2 piles, 3 piles, 4 piles, 5 piles, etc. D'ailleurs, il y a déjà des gens en TD qui m'ont dit, ah, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une pile à l'automate, ce serait pratique pour reconnaître ce qu'on a envie de reconnaître. Et ça, on va voir en TD, qu'est-ce que c'est ces automates avec plein de piles. OK? Mais en cours, là, on va d'abord voir un autre modèle. Et vous allez voir en TD pourquoi est-ce que j'ai vu ce modèle-là en particulier plutôt que les automates à 2, 3, 4 piles. C'est pas pour rien. Et ce modèle, on l'appelle la machine de Turing. Donc vous devez peut-être quand même tous connaître Turing maintenant, bon, surtout que vous êtes en informatique, parce qu'on en a beaucoup parlé ces 3 dernières années. Bon, il y a eu je parle,
peut-être le cinquantenaire de... Non, même plus que ça. Peut-être le centenaire de sa naissance, peut-être. Je vais dire le cinquantenaire de sa mort, mais peut-être le centenaire de sa naissance. Puis il a été reconnu en Angleterre comme, bon, je sais pas, un héros de la nation qu'on avait injustement condamné, parce qu'il faut quand même savoir que Turing, il s'est suicidé dans les années 50 parce qu'on le forçait à prendre un traitement chimique pour traiter son homosexualité. Voilà, donc on l'a pas très bien traité, ce pauvre Alan Turing. Et donc il a inventé énormément de choses, en plus d'avoir énormément participé à la Seconde Guerre mondiale du point de vue de la cryptographie. Il a inventé énormément de choses sur l'informatique fondamentale avant même que les ordinateurs n'existent. Et donc il a proposé, dans les années 30, en 1936 si je ne me trompe pas, un modèle de calcul pour réussir à calculer des fonctions. D'accord ? Alors c'était un modèle de calcul imaginé, mais avec l'idée qu'on pouvait le réaliser. D'accord ? C'est un modèle de calcul effectif, si on pouvait faire une machine éventuellement qui le réalise. Et alors, qu'est-ce que c'est cette machine de Turing ? Eh bien, c'est une petite généralisation des automates qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup. Il faut savoir que ça a été inventé avant les automates, hein, ce truc-là. Donc, vous avez toujours un alphabet des caractères d'entrée, sigma, et un alphabet de travail qui est plus grand que l'alphabet des caractères d'entrée. OK ? Et il y a un caractère spécial blanc qu'on va noter carré. D'accord ? Donc ça, c'est juste les lettres sur lesquelles on va travailler. C'est comme en fait les automates. Dans les automates, on avait l'alphabet d'entrée, c'était le mot qui était écrit avec cet alphabet-là. Et éventuellement, sur les automates à pile, vous pouvez avoir des symboles en plus sur la pile. Okay, ben là, c'est un peu pareil. Voilà l'alphabet du mot d'entrée, plus des symboles supplémentaires. Et notamment, dans ces symboles supplémentaires, il y a un carré blanc. Okay, on appelle le blanc. Vous avez aussi un ensemble d'états. C'est une sorte d'automate, hein, donc il a des états. Vous avez aussi un état initial, parce qu'il faut dire dans quel état il commence. Et il a ici deux états spéciaux. Donc, au lieu d'avoir un état final, il a des états spéciaux qu'on appelle accept et reject. Donc, explicitement, on dit j'accepte quand j'arrive sur cet état-là et je rejette quand j'arrive sur cet état-là. Je vais expliquer tout à l'heure, mais on voit bien avec ces noms que c'est ça que ça va servir. Ça va servir à accepter une entrée ou à rejeter une entrée. Et alors, il y a une fonction de transition qui est plus compliquée. La fonction de transition, elle ressemble un petit peu à celle des automates, hein, puisque vous voyez, c'est de Q croix sigma. Donc, c'est une fonction pour l'instant, parce que c'est une machine déterministe. Là, je vous présente la version déterministe. Ça va d'un état fois une lettre, donc c'est la même chose que pour les automates. Vous avez votre état, qui est l'état sur lequel vous êtes, et puis la lettre, qui est la lettre du mot d'entrée que vous êtes en train de lire. Alors, ce sera un tout petit peu différent ici. Et ça va vers, ici, un état, donc on change d'état quand on fait une transition, normal, une lettre, donc comme dans l'automate à pile, on va écrire des choses, et ici, un symbole L, S ou R qui veut dire left, stay ou right, c'est une direction. Donc ça, j'ai besoin, bien sûr, de vous expliquer comment fonctionne la machine de Turing, pour vous expliquer la fonction de transition. Pour l'instant, je n'ai rien expliqué de tout ça. Mais quand on voit cet ensemble de définitions, là, on se rend compte que c'est quand même assez proche des automates. Okay. Alors, toute l'idée de la machine de Turing, c'est que la mémoire n'est pas représentée comme dans les automates qu'on a vus avant. Alors, dans les automates standards, il n'y a pas du tout de mémoire, donc il n'y a rien à dire. Et dans les automates à pile, la mémoire elle est représentée évidemment par une pile. Okay, et bien là, on va utiliser autre chose. On va utiliser ce qu'on appelle une bande ou un ruban, que vous voyez représenté là sur mon transparent. Donc cette bande ou ce ruban, là ça ne se voit pas, j'aurais dû mettre 3 petits points à droite. C'est quelque chose qui est infini. En fait, c'est pas si choquant que ça, comme la pile. La pile de l'automate à pile est infinie, c'est-à-dire qu'elle peut être remplie par autant de caractères qu'on veut. Ok ? Donc elle est aussi grande qu'on veut, c'est ça que ça veut dire infini. Là, la bande, c'est pareil. Elle commence à la position 0 à gauche, puis chaque case de la bande, c'est la position 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ça peut aller aussi loin qu'on veut à l'infini. Ok ? Alors, ce qui va être différent dans la machine de Turing, c'est qu'on ne va pas avoir d'un côté l'entrée et de l'autre côté la mémoire de travail. Dans l'automate à pile, vous aviez d'un côté le mot d'entrée et de l'autre côté votre pile, qui est votre mémoire de travail. Là, excusez-moi, les deux sont mélangés. Sur votre bande, il va y avoir, et je vais expliquer, l'entrée, mais c'est aussi là-dessus qu'on va travailler, c'est-à-dire qu'on va écrire des choses. Donc c'est juste une mémoire générale partagée. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va appeler la configuration d'une machine de Turing ? Ça va être l'état de la machine de Turing, à un moment donné du calcul.
Donc l'état, par exemple, d'un automate à pile, à un moment donné du calcul, c'est savoir quel est l'état de la pile, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la pile. C'est savoir quel est l'état, donc sur quel état de l'automate à pile on est, et c'est savoir où est-ce qu'on en est dans le mot d'entrée. D'accord? Si vous donnez ça, vous savez exactement où vous en êtes de votre calcul avec un automate à pile. Ben là, c'est la même notion. La configuration, c'est où est-ce que vous en êtes de votre calcul avec une machine de Turing. Et donc, il faut 3 informations. Il faut l'état de votre bande. Donc, votre bande, c'est ce machin infini là. Et ben, on va dire pour chaque case, qu'est-ce qu'il y a comme lettres dedans. D'accord? Qui peuvent être des lettres de l'alphabet d'entrée ou de l'alphabet de travail. Il y a ce que vous voulez dessus. Okay? Il y a ce qu'on appelle une tête de lecture, qui est la case qu'on est en train de lire. Et donc ça va être donné juste par la position de la tête de lecture sur la bande. Par exemple, dans le dessin que vous voyez là, vous voyez la flèche qui est la tête de lecture pointe sur la case d'indice 3, si on indice 0, 1, 2, 3. Donc la position de la tête de lecture, c'est 3. Okay, la bande, c'est carré, A, B, A, carré, 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 enfin blanc, 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 et en fait à l'infini des blancs. On verra après. Ce que je ne représente pas, c'est à l'infini des blancs. En gros, le blanc veut dire il n'y a rien ici. Hein. Ça va? Je ne vois toujours pas le chat, je vous dis ça va, j'espère que vous m'interrompez s'il faut des détails. Hein. Ok. Alors, on avance. Qu'est-ce que c'est la configuration initiale d'une machine de Turing? Avec quoi on démarre? Alors, c'est pas compliqué. Il faut dire où est la tête de lecture de votre machine de Turing, donc où est-ce qu'on est en train de lire sur cette bande infinie, qu'est-ce qu'il y a sur la bande infinie, et sur quel état on est. Alors, sur quel état on est, c'est toujours pareil, il y a un état initial. Il est fait pour ça. Donc, on commence sur l'état initial. Où est la tête de lecture? Vu que vous avez une sorte de bande bien finie, il y a un seul endroit particulier, c'est le début de la bande, c'est la position 0, donc on se met sur le début de la bande à la position 0. Okay, et qu'est-ce qui est écrit sur la bande au début? L'entrée, lettre par lettre. D'accord? Donc là, par exemple, si le mot X, il a 4 lettres, X1, X2, X3, X4, sur les 4 premières cases de la bande, il y aura écrit X1, X2, X3, X4. Et ensuite, à l'infini, il n'y aura que des blancs, des symboles blancs. Et donc, toujours dans n'importe quelle étape du calcul, il n'y aura toujours qu'une portion finie de la bande qui sera écrite, bien sûr. On en reparlera tout à l'heure. Ça va? Et donc, ce que j'ai écrit ici, c'est qu'on peut noter parfois la bande par le mot qu'elle contient. Okay, et ce mot, il va toujours être fini, en fait, parce qu'après, il n'y aura que des blancs, et les blancs, on va les omettre. OK. Donc, vous voyez là la différence avec l'automate à pile, c'est 2 choses. C'est au lieu d'avoir une pile, on est en train d'utiliser un truc qui ressemble plutôt à une liste, on va voir tout à l'heure, on peut se balader dedans comme une liste, et l'entrée est écrite à l'intérieur de notre mémoire, et pas à l'extérieur, et du coup, on pourra pouvoir lire l'entrée autant de fois qu'on veut, par exemple, au lieu de devoir passer sur l'entrée lettre par lettre et terminer. Alors là, c'est le slide un petit peu compliqué, parce que c'est la définition formelle de qu'est-ce que ça veut dire calculer pour une machine de Turing. En fait pas, on va regarder ensuite sur un exemple, avec même un petit programme qui permet de voir le fonctionnement d'une machine de Turing. Mais il faut quand même que je vous donne le truc formel, et puis vous pourrez vous y référer si vous avez besoin. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on passe d'une configuration d'une machine de Turing à une autre. En fait, c'est pas si compliqué, c'est juste un peu lourd sur le slide. L'idée, c'est quoi? C'est vous êtes dans un certain état, c'est-à-dire que vous avez votre tête de lecture à une certaine position qui lit un caractère. OK? Alors, est-ce que c'est noté là? Où est-ce que j'ai noté ça? Ah oui, c'est là. Moi, je suis en train de regarder. OK. Ce que j'ai noté B post là, B indispose, ça veut dire la case de la bande qui est à la position POS, qui est la position de la tête de lecture. Donc, autrement dit, c'est la valeur de la bande sous la tête de lecture. Okay, c'est ça qu'il faut comprendre. B post là, c'est la valeur de la bande sous la tête de lecture. D'accord? Parce que c'est une suite, et donc c'est l'élément à l'indice pose, c'est celui qui est sur la tête de lecture. Donc c'est la lettre qui est lue par la machine de Turing à cette étape. OK? Q, c'est l'état de la machine de Turing. Et donc vous appliquez la fonction de transition à ce truc-là, donc à un état et à une lettre, exactement un automate, et vous obtenez le nouvel état dans lequel vous allez aller, Q', et vous obtenez
une lettre et un mouvement. Alors, il faut comprendre ce qu'on fait avec cette lettre, avec ce mouvement. Alors, premier truc qu'on fait, c'est très simple. La lettre que nous donne la fonction de transition, on l'écrit sur la bande à la position POS. D'accord? Donc, on lit une lettre sur la bande, ça nous permet de faire la transition, et on écrit une nouvelle lettre à la place. Exactement, finalement, comme dans l'automate à pile, où on enlevait le caractère du haut et on le remplaçait par un autre. Alors, éventuellement, on pouvait le remplacer par plusieurs. Ici, c'est presque plus simple. On se balade sur la bande, on lit à un endroit de la bande un caractère, et on va le remplacer par un nouveau caractère donné par la fonction de transition. OK? Donc ça, c'est l'écriture du symbole sur la bande. Le nouvel état, il vous est aussi donné par la fonction de transition. Et il reste le dernier truc, c'est comment est-ce qu'on se balade sur la bande. Et bien ça, c'est le dernier truc que vous donne la fonction de transition. Là, ce que j'ai noté grand D comme direction, il a 3 valeurs possibles. Left, stay ou right. Et bien si jamais c'est left, on déplace la tête de lecture vers la gauche. Si jamais c'est right, on déplace la tête de lecture vers la droite. Et si c'est stay, bien évidemment, on reste sur place. Donc ça vous dit comment on change la position. Soit on lui enlève 1 si on va à gauche, soit on lui ajoute 1 si on va à droite, soit on n'y touche pas si on reste sur place. Alors attention, comme le ruban commence à la position 0 et qu'il n'y a rien à gauche de 0, si vous voulez aller à gauche quand vous êtes à 0, vous restez sur place. Voilà. Bon. OK? Et alors, vous vous rappelez qu'il y avait 2 états particuliers, accept et reject. Si on arrive dans ces états-là, il n'y a pas de transition. Donc on reste tout le temps. Si on est dans l'état accept et reject, on reste dans cet état-là. Ça va? Je ne peux pas voir si vous me dites que ça va bien, malheureusement, mais du coup, si ça va, interrompez-moi. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant même de vous expliquer du coup ce que calcule la machine de Turing, je vais vous montrer une machine de Turing. Alors, regardons ça. Donc ça, c'est un site web qu'on va utiliser qui permet de programmer des machines de Turing. Donc, de rentrer la description formelle de la machine de Turing, et après, ça permet de la représenter, de la faire tourner. OK? Donc là, je vais essayer de prendre un exemple simple. Qu'est-ce que j'ai comme très simple? Tac, tac, tac. Allez. On va faire un truc qu'on sait faire avec un automate normal. Un nombre de zéros pair. OK? Vous voyez, ici, j'ai mon ruban. Alors ici, la toute petite différence, c'est qu'ils ont choisi de faire un ruban bi-infini, c'est-à-dire qu'il est infini vers la gauche et vers la droite. Alors que moi, j'ai choisi la version simplifiée, où on commence en position 0, on ne peut pas aller vers la gauche. Les deux sont acceptables. Hein. C'est vraiment très similaire. Donc on va mettre une entrée. Par exemple, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Celui-là, est-ce qu'il est accepté ou refusé? Vous pouvez me le dire à l'oral. Allez-y, ouvrez votre micro. Il est accepté. Il est accepté puisqu'il y a un nombre pair de 0. Exactement. Merci de réagir quand je parle, parce que comme ça, je suis sûr que vous m'entendez et tout. J'ai toujours un petit doute vu que je ne vois pas toutes, toutes les infos. Alors, il est accepté. On va voir ce qui se passe. Donc, je charge l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que l'entrée arrive sur la bande. Pourquoi? On a dit que la bande, elle sert à la fois à travailler, mais aussi à représenter l'entrée. Donc, au début, la configuration initiale, c'est j'ai écrit mon entrée sur la bande. Et vous voyez, toutes les cases, les autres cases sont bleues, ça correspond à ce que j'avais appelé explicitement le symbole blanc, c'est-à-dire la case est vide, autrement dit. OK? Et ensuite, si j'appuie sur lecture, on va voir le calcul de la machine de Turing. Mais alors, regardons son code. Ici, on voit son code, c'est sa fonction de transition, et ça nous dit à chaque fois, vous voyez, regarde, Q0, 0, donc ça c'est ce qu'on lit. Si je lis Q0, donc je suis dans l'état Q0, et le caractère 0 sur ma tête de lecture, alors je vais aller dans l'état Q1, je vais écrire 0, donc en fait on va remplacer 0 par 0, on ne change pas. Et cette petite flèche là, vers la droite, ça veut dire right, aller vers la droite. Vous voyez, c'est la même chose, c'est juste la syntaxe est très légèrement différente. Flèche vers la droite ou vers la gauche, ça veut dire aller vers la droite ou vers la gauche, au lieu de right ou left. Et puis le ruban, ici, marche dans les deux sens. Allons-y. Q0, ça veut dire, en fait, il y a un nombre pair de 0, et Q1, il y a un nombre impair de 0, exactement comme dans les automates qu'on avait vu avant. Et on va voir que là, qu'est-ce qui se passe? On lit de la gauche vers la droite les cases, en changeant l'état. Et quand on voit un symbole blanc, qui ici est représenté par, vous voyez, le underscore, quand on voit le symbole blanc, on s'arrête. Donc on va sur QAccept. OK?
Donc celle-là, c'est une machine de Turing simple. Pourquoi? Parce que celle-là, elle fait exactement comme un automate sans mémoire. Hein. Je lis de la gauche vers la droite mes lettres et je change les états alternativement. Donc je n'ai pas vraiment eu besoin d'utiliser de manière compliquée la mémoire, puisque je peux déjà le faire avec un automate plus simple. On va vraiment simuler un automate simple. Et au moins, ça permet de voir à quoi ressemble une machine de Turing. Ça va? Alors, qu'est-ce que c'est show output? Je regarde parce que... Ah oui, d'accord. Okay. Alors maintenant, expliquons qu'est-ce que ça veut dire ce que calcule une machine de Turing et qu'est-ce que ça veut dire j'accepte un mot. Donc on a dit au début, on a la configuration initiale que j'ai notée ici, C0 de X. Donc comme configuration, 0, la première, de X. X c'est qui? C'est ce qu'on a écrit sur la bande. Donc vous vous rappelez la configuration initiale, c'est facile, c'est j'écris donc ici X sur la bande, je suis dans l'état initial Q0 et ma tête de lecture est en position 0. Donc ça, c'est 0 de X, c'est la configuration initiale. Et puis à chaque étape, je vais expliquer comment passer à la configuration d'après. C'est, on lit la lettre sur la tête de lecture, on lit l'état, on applique la fonction de transition, ça nous donne le nouvel état, la nouvelle lettre, et aussi où est-ce qu'on doit se déplacer, à gauche, à droite, ou rester sur place. Ça va? Et donc ça nous fait une suite de transitions que j'ai notée ici, CI de X. D'accord? Chaque étape, on applique la fonction de transition, ça nous donne la nouvelle configuration. OK? Alors ce qui va se passer, il peut se passer deux choses en fait, c'est ça que je dis ici. La suite de configuration, elle peut être soit finie, soit infinie. Si elle est finie, c'est qu'elle arrive sur un accept ou un reject. Parce que quand on arrive sur accept ou reject, ça se termine. Donc il n'y a plus de transition. Ça va? Donc, vous voyez, une suite de configuration, boum, on arrive sur accept, on arrive sur reject. Ou alors, elle peut éventuellement être infinie si elle ne tombe sur aucun accept ou aucun reject. Et ça, on ne connaissait pas ça avant. Dans les automates d'avant, on n'avait pas de suite de calcul infini. On s'arrêtait toujours en combien de temps? Dans les automates, par exemple, à pile ou dans les automates traditionnels, combien de pas de calcul on fait? Question pour vous. Autant que de lettres dans le mot. Exactement, autant que de lettres dans le mot. On fait toujours exactement autant de calculs que de lettres dans le mot. Alors qu'ici, c'est complètement différent. On peut faire beaucoup plus de pas de calcul que de lettres dans le mot. Vous voyez, puisqu'on peut aller à droite et à gauche dans le mot, on peut revenir sur le mot, refaire des calculs, écrire des nouveaux caractères, enfin, on peut faire autant de choses qu'on veut. Et même, on peut faire des calculs infinis. Et ça, quand je vous dis calcul infini, ça vous rappelle des choses que vous avez fait en programmation? Récursivité. Alors, la récursivité, c'est éventuellement infini, mais normalement, elle s'arrête. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des programmes qui ne s'arrêtent pas? C'est tout à fait possible d'avoir des programmes. Ouais, vas-y. Les boucles while. Ouais, une boucle while, exactement. Si tu fais while 1 et puis quelque chose à l'intérieur, donc tant que vrai, avec aucun break, rien du tout, bah, cette boucle, elle continue à l'infini. Vous êtes d'accord? Et ça, je suis sûr que vous avez déjà programmé des boucles infinies sans faire exprès. C'est le bug classique. Ok? Ce genre de bug-là, on ne pouvait pas l'avoir avec un automate ou un automate à pile. Avec une machine de Turing, maintenant, on peut l'avoir. On peut avoir une boucle infinie qui ne calcule jamais rien du coup. Et c'est ça, exactement, ces trucs-là, ces suites de configuration infinie qui n'acceptent pas ou qui ne rejettent pas. C'est des choses qu'on n'a pas très envie d'avoir. Mais ce n'est pas possible de les éviter. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'interdire ça à la machine. La machine peut les faire. Et si on veut qu'elles soient intéressantes, c'est normal qu'elle puisse les faire. Après, nous, on n'a pas envie d'écrire une machine qui fait ça. Mais c'est possible que Mais par contre, le modèle des machines de Turing permet de le faire. De la même manière que quand vous avez un langage de programmation, ça permet d'écrire une boucle infinie. Donc, si vous voulez, c'est un compromis entre la puissance de votre modèle de calcul et les problèmes qu'il peut y avoir. Donc c'est pareil, dans un langage de programmation, vous pouvez avoir un langage de programmation plus simple qui ne permettrait pas d'avoir de boucle infinie, de ce genre de bug-là, mais du coup, vous ne pourrez pas tout faire. Ce serait embêtant. Voilà. Donc ça, c'est nouveau par rapport au modèle précédent. Et par ailleurs, du coup, là, il y a un sens à définir le temps de calcul d'une machine de Turing. Avant, ça n'avait pas vraiment de sens parce que, de toute façon, le temps de calcul, c'était toujours la taille du mot d'entrée. Ici, non. Le temps de calcul, ça va être tout simplement la taille de cette suite de configuration. Combien on va faire de transitions. OK? Alors, on ne va pas beaucoup en parler. Peut-être l'année prochaine, on en parlera un petit peu plus. Mais du coup, ça donne une définition extrêmement propre à la complexité algorithmique. Hein? On avait vu la complexité
en algorithmique. On dit c'est le nombre d'opérations de base fait dans un pseudo-langage, etc. Bon. Mais ce n'est pas entièrement formel, ça. C'est assez précis, mais ce n'est pas entièrement formel. Là, c'est complètement formel. Vous avez une machine de Turing, c'est extrêmement précis, elle tourne d'une seule manière, et on dit son temps de calcul, c'est le nombre de transitions qu'elle fait. Okay, donc ça permet de définir proprement tout ce qui est complexité, si on a envie. Ok. Alors là, c'est une petite remarque que j'ai déjà fait tout à l'heure, c'est que si on regarde les configurations, là c'est écrit sous forme d'un lemme un peu compliqué et tout, mais les configurations, elles sont toujours d'une certaine manière finies. C'est-à-dire que, ok, la bande, elle est infinie, mais il y a de la position 0 à une certaine position des choses intéressantes, et ensuite, il n'y a plus que des blancs qui ne nous intéressent pas, d'accord, des cases vides. Okay. Comment est-ce qu'on peut montrer ça, à votre avis? Pourquoi, si je fais 1000 pas de calcul, je suis garanti qu'il n'y a pas un mot infini sur ma bande? Hein, je commence avec une bande, avec un mot sur ma bande, fini, c'est mon mot d'entrée. Je fais 1000 pas de calcul. Pourquoi est-ce qu'au bout de 1000 pas de calcul, il n'y a pas une bande déjà qui est remplie à l'infini? Vous pouvez me dire ça? Parce qu'on tombe sur un état accept ou reject. Bah, pas forcément, non. Ça peut être au bout de 1000 pas ou 1 million de pas. Ou... on ne sait pas encore si on est sur un état accept ou reject. Monsieur, j'ai pas compris la question, s'il vous plaît. La question, c'est, ce que je prétends, c'est que sur une bande, donc sur votre mémoire de votre machine de Turing, la bande, elle est infinie. Mais la partie intéressante, la partie sur laquelle il n'y a pas du blanc, elle est finie tout le temps. Donc ça veut dire, imaginons que je prends une machine de Turing, je lui mets une entrée avec un mot qui a une taille 10, par exemple, et puis je fais 1000 pas de calcul. C'est quoi la taille de ce qui va être écrit sur la bande? Est-ce que ça pourrait être infini éventuellement? Est-ce que je peux avoir un nombre infini de caractères écrits sur ma bande de ma machine de Turing? Je prétends que non, bien sûr. Hein. Alors, la réponse c'est non, et pour une raison très simple. Au début, imaginons que vous avez donc une entrée de taille 10. Bon, bah, vous avez les 10 premiers caractères qui sont écrits. Et ensuite, vous faites 1000 pas de calcul. À chaque pas de calcul, on peut se déplacer de combien sur la bande? Une case? Une case seulement. Donc, au bout de 1000 pas de calcul, si on est parti de la position 0, au plus, on est arrivé à la position 1000. D'accord? Donc, on a pu lire et écrire seulement sur les 1000 premières cases. D'accord? Par ailleurs, l'entrée, on avait dit, elle était de taille 10, par exemple, là. Du coup, tout ce qui est après les 10 premiers caractères au début, c'est que des blancs. Bah là, avec ce qu'on vient d'expliquer, ça veut dire qu'au bout de 1000 pas, tout ce qui est après la 1000e case, on est sûr que c'est des blancs. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont des blancs aussi, mais après la 1000e case, on est sûr que c'est des blancs. Donc, autrement dit, à un temps fini, le mot qui est sur la bande, il est lui aussi fini. D'accord? Donc, même si la bande, elle est infinie, c'est la même chose qu'en fait, finalement, la pile. Hein. Ce qui est contenu et ce qui est intéressant sur la bande, à n'importe quel moment du temps, est toujours fini. On peut toujours présenter ça par un mot fini. OK? On n'a pas besoin de se casser la tête avec des machins infinis. On est vraiment sur des trucs calculables, représentables en pratique, finis. OK. Et maintenant, on arrive enfin à qu'est-ce qu'on accepte comme langage avec une machine de Turing. Alors, normalement, vous en doutez, on a dit... Alors, attention, oui. On se restreint aux machines de Turing qui terminent quelle que soit leur entrée. Donc, on va prendre des machines de Turing, quel que soit le mot X d'entrée, la suite de configuration va être finie. Donc, c'est des machines qui ne bug pas, qui ne font pas des boucles infinies. Okay, on ne regarde pas les autres pour l'instant, celles qui bug. Et donc, ça veut dire qu'elles terminent soit par accept, soit par reject. Ben, c'est très simple. Les mots acceptés, c'est ceux pour lesquels les configurations terminent par accept. Et les mots rejetés, bien sûr, c'est ceux dont la configuration termine par reject. C'est toujours l'un ou l'autre. Ça va? Donc, normalement, je résume tout ce qu'on a raconté. On a cette machine de Turing qui ressemble à un automate, mais qui a un ruban. On met un mot d'entrée dessus. On fait tourner en appliquant la fonction de transition. La fonction de transition, la différence avec avant, c'est qu'elle fait bouger la tête de lecture sur la bande. Sinon, à part ça, ça ressemble beaucoup aux automates d'avant. Au bout d'un moment, on arrive sur accept ou sur reject. Si c'est accept, on accepte le mot d'entrée. Si c'est reject, on rejette le mot d'entrée. Ça nous définit un langage, le langage reconnu par la machine de Turing. Ça va?
Donc, on va donner un exemple théorique, puis après, on va implémenter ça sur notre petit langage, sur notre petit site Internet. OK? Alors ici, j'ai donné un des plus simples, une machine qui accepte les mots finissant par A. Je fais exprès de partir de machines qui n'ont pas vraiment besoin de mémoire, pour que ça ressemble à des choses que vous avez déjà vues avant. Puis après, on fera des machines de plus en plus compliquées. Hein. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut donner? L'alphabet d'entrée. Bon, ici, pour que ce soit intéressant, il suffit d'avoir deux lettres, A et B. Hein, donc, des mots écrits sur A et B. L'alphabet de travail, je n'ai pas besoin de plus de symboles. Donc, je vais avoir A, B et quand même le symbole blanc pour dire que les cases sont vides, à part les cases que j'aurais remplies. OK. Qu'est-ce que je vais avoir comme état? Ici, j'ai Q0 pour l'état initial. Je ne vais pas préciser que c'était l'état initial. Hein. Si ça s'appelle Q0, c'est l'état initial. QA, QB, accept, reject. OK. Et alors Q0 de 1. Oui, je me dis que peut-être... bon, j'ai mis un état en trop, hein, mais c'est pour que ce soit très explicite, quoi, finalement. Là, j'ai défini la transition. Alors, quand on lit un A, qu'on soit dans l'état Q0, QA ou QB, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans l'état QA, on va écrire A, et on va aller à droite. Vous voyez, quand j'ai lu un A, j'écris A, c'est-à-dire que je ne modifie pas la mémoire, et je vais vers la droite. Quand je lis un B, je passe dans l'état QB, quel que soit mon état de départ. J'écris un B, donc je ne change pas la mémoire, et je vais vers la droite. Donc c'est très simple ce truc-là. Il avance de la gauche vers la droite en lisant les lettres. Il ne touche pas à la mémoire. Et il se met dans l'état QA quand il vient de lire un A ou dans l'état QB quand il vient de lire un B. OK? Et quand enfin j'atteins un blanc, c'est-à-dire la fin du mot, si je suis dans l'état QA, j'accepte. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait? J'avais lu un A à l'état d'avant, donc ce mot termine par A, tout simplement. Je n'ai pas précisé ce que je faisais quand j'arrive dans un blanc dans l'état QB ou dans l'état Q0. Pourquoi? Parce que si jamais je ne précise pas ma transition, ça veut dire qu'on fait quoi? Reject. Eh bien, on reject, exactement comme avant. Voilà. Quand il manque des transitions, on reject. C'est exactement comme avant. Donc, ce qu'on appelle une machine de Turing incomplète. Alors, on ne va pas s'embêter à donner les transitions qui mènent directement vers reject. C'est tout. OK? Donc, ce petit automate-là, je crois qu'on va pouvoir le faire tourner. Donc, allons-y. On va le programmer nous-mêmes. Alors, il faut que je parte. Comment ça marche? Ah oui. Donc, je vais partir de celui-là. On s'en fiche de ça. Tac, 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 tac. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ces dernières lettres. A. On est d'accord? Donc, init Q0, accept Q accept. On va devoir faire nos transitions. Alors, il n'y a pas besoin de faire autant d'états que ça. Q0, ça va être l'état où on a lu un B ou rien du tout. Et QA, ça va être l'état où on vient de lire un A. Il suffit de deux états, en fait. OK? Donc, et puis, l'alphabet. Ah oui, est-ce que l'alphabet ici, c'est par défaut 0, 1? Je ne sais plus où est-ce qu'on code. Où est-ce qu'on code l'alphabet? Je crois qu'on peut mettre ce qu'on veut comme alphabet. Donc, on va dire A et B, ça devrait marcher. Alors, si jamais je lis Q0 et que je lis un A, je vais aller dans l'état QA, écrire un A et aller vers la droite. Si jamais je suis Q1 et je lis un A, je vais aller dans l'état, pas Q1, excusez-moi, QA et que je lis un A, je vais aller dans l'état QA et je vais écrire un A. Si je suis dans l'état Q0 et que je lis un B, je vais aller dans l'état Q0, je vais lire un B. Si je suis dans l'état, et je leur donne des noms un peu explicites, QA et que je lis un B, je vais aller dans l'état Q0 et j'écris un B. Donc, vous voyez, c'est le même automate que j'écris avant, mais j'avais écrit 3 états pour rien. Ici, Q0, c'est l'état initial, mais c'est aussi l'état qui veut dire je n'ai pas lu un A à la fin. Donc, soit j'ai rien lu, soit j'ai lu un B. Et QA, c'est l'état qui dit je viens de lire un A. OK? Et donc, on se déplace toujours de la gauche vers la droite. J'ai qu'une flèche qui va vers la droite. Et enfin, si jamais je lis QA et le symbole blanc, eh ben, j'accepte. Et vous voyez ici, j'accepte, je laisse le symbole blanc, et le petit tiret, ça veut dire je reste sur place. J'appuie sur compile, et hop, ça me fait ma nouvelle machine. D'accord? J'ai compilé ma machine. Normalement,
je suis sur l'automate qui s'appelle la dernière lettre A. Il faut que je lui donne à manger un mot, ABB, ABA. Je le charge. Vous voyez, le mot apparaît sur la machine de Turing. Et maintenant, on l'exécute. On va voir, dès qu'on passe sur un A, il va passer en QA. Dès qu'on passe sur un B, en Q0. Et à la fin, on est sur QA, on arrive sur un blanc. Il arrive sur QAccept et on voit en vert Accepted. Le mot a été accepté. Ça va, cette petite démo? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous allez vous aussi peut-être en programmer un tout à l'heure, d'accord? On prendra 10 minutes pour que vous programmiez vous-même une machine de Turing. Et on en fera aussi en TD un petit peu. OK. Alors, je reviens sur mes transparents. J'espère que vous avez compris. Là, pour l'instant, j'ai fait que des machines très, très triviales parce qu'elles marchent comme un automate standard. En lisant de la gauche vers la droite. On va voir des choses plus compliquées, bien sûr, après. Alors, comment est-ce qu'on présente graphiquement une machine de Turing? On fait comme les automates finis, bien sûr, les automates à pile. Comme d'hab, on utilise un sommet, un cercle, si vous voulez, quand on dessine, qui contient le nom de l'état. C'est un état. Okay, une flèche, ça correspond à une flèche entrante, pardon. C'est ce que j'écris d'abord. Ça dénote le sommet initial, donc Q0, généralement, je le note. Et une transition, ça va se noter par un arc. Et sur le label, vous avez besoin de quoi? Eh bien, vu que vous avez un arc entre deux états, les deux états, celui de départ et celui d'arrivée, ils sont déjà notés. Il vous reste 3 informations à noter. La lettre qui est lue sur la bande, la lettre qui est écrite sur la bande, et le déplacement. Et donc, ça va être écrit dans ce sens-là. Lettre lue, lettre écrite, déplacement. Voilà. De la même manière que quand on faisait des transitions pour l'automate à pile, on devait écrire lettre lue dans le mot, lettre lue dans la pile et mot écrit dans la pile. Okay, on avait 3 informations aussi, mais on écrivait les 3. C'est pareil. Alors maintenant, à vous de jouer. Sur votre papier, dessinez-moi la machine qui reconnaît les mots finissant par A. Et ensuite, on va dessiner la suite de ces configurations en partant de l'entrée BBA. Donc, on l'a déjà fait sur le petit site web, mais maintenant, on va le faire à la main pour commencer. Donc, il faut me dessiner la machine qui reconnaît les mots finissant par A. Vous pouvez faire la version simplifiée où il n'y a que 3 états, Q0, QA et Accept. Reject, il est implicite, hein, c'est toutes les transitions qui manquent vont vers Reject. Sur votre papier, hein, allez-y. Q0, QA, et je vais juste écrire axe pour accept, pour mettre la place. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, vous pouvez me dicter éventuellement qu'est-ce que je dois mettre comme transition. Donc, je rappelle, c'est le truc qui reconnaît les mots qui terminent par un A. Est-ce que, par exemple, il y a une transition entre Q0 et QA? Est-ce que vous passez de l'état Q0 qui veut dire je ne termine pas par un A vers l'état QA qui veut dire je termine par un A? Monsieur, Oui, j'avais une question. vas-y. Du coup, ici, quand on marque une transition, on les marque juste avec la lettre, quoi. Attends, parle plus fort parce que j'ai pas très bien entendu ce que tu veux dire.
Quand on marque les transitions entre Q0 et Q1, par exemple, on écrit juste la lettre ou il y a une façon de l'écrire? Et bien là, quand on va marquer la transition, c'est ça que je voulais vous demander. On doit marquer 3 choses. On doit marquer ce qu'on lit comme lettre, on doit marquer ce qu'on écrit comme lettre, et on doit marquer est-ce qu'on va vers la gauche, vers la droite, ou on reste sur place. C'est ça les 3 infos. Du coup, là, on lit Par un exemple, pour aller A. de Q0 vers Q1, ouais, vas-y, dis-moi. Du coup, là, on lit un A. Ouais, quand on lit un A, On écrit un A. ouais, puisqu'on ne modifie pas la mémoire, tu as raison, Et on va à droite. et on va à droite. C'est exactement ça. Voilà, A, A, R. Alors, je sais que l'année dernière, je crois qu'on écrivait ça. Dites-moi s'il y en a qui ont doublé. Je crois qu'on écrivait ça comme ça. Enfin bon, moi, je préfère l'écrire juste A, A, R. Quand je lis un A, ça veut dire que j'écris un A et je vais à droite, d'accord, hein. C'est pour ça que la flèche était là. Bon, je vais faire plus simple, hein. Je vais vraiment juste écrire les infos A, A, R, comme on l'a fait pour l'automate API. OK. Est-ce qu'on peut aller de QA vers Q0? Oui, Ouais, quand on lit quoi? quand on lit B. Exactement. Si on lit un B, bah, on n'est plus en train de terminer par A. On ne change pas le mot, il n'y a pas de raison, hein. Et on va quand même vers la droite. OK. Qu'est-ce qui me reste encore? Transition Avez-vous? entre QA et accept. Et effectivement, il y a celle-là. Donc la boucle sur Q0, c'est quand je lis B, parce qu'on n'accepte toujours pas. La boucle sur QA, c'est quand on lit A, parce qu'on va continuer à être bon. Et ici, c'est quand on lit un blanc, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du mot. Et du coup, bon, on ne change pas, on laisse le blanc et on reste. Stay. Ça va pour tout le monde, ce truc-là? Hein? Donc ça ressemble, vous voyez, beaucoup à ce qu'on a dessiné jusqu'à maintenant. Les états, les transitions. Et les transitions, il faut bien comprendre ce qu'elles veulent dire maintenant. Ce que je lis sous ma tête de lecture, ce que j'écris sous ma tête de lecture, vers où je me déplace. Donc c'est vraiment la gestion de la mémoire maintenant qu'on décrit. Alors attention, on va avoir, puisque maintenant on peut vraiment mettre beaucoup de choses dans la mémoire, on va éventuellement avoir tout ce qui se passe dans la mémoire et pas beaucoup d'états. Encore que ça dépend quand même des automates. On va aussi en avoir certains avec énormément d'états. Donc, tout est possible. On pourrait avoir à la fois des automates énormes, parce qu'on va commencer à faire des programmes compliqués, ou des automates assez petits, parce que finalement, tout se passe dans la mémoire. Voilà, tout est possible, c'est juste pour vous dire. OK. Dessiner la suite de ces configurations en partant de l'entrée BBA. Alors, comment on fait ça? Eh bien, une configuration, elle se représente graphiquement par quoi, à votre avis? Par l'état de la mémoire. OK? Donc, au début, Q0, enfin, la première configuration, pardon, avec BBA, c'est ça. Et il faut préciser l'état. Il faut préciser la tête de lecture. Là, j'ai une configuration, vous voyez, j'ai ma bande avec tout ce qui est écrit dessus, j'ai une flèche pour dire où est-ce que je suis en train de lire, et j'ai Q0 qui est l'état ici initial, puisque c'est ma configuration initiale. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive pour la deuxième configuration? Est-ce que quelqu'un peut me dicter à quoi ressemble la deuxième configuration? Il faut pour ça appliquer l'automate qui est juste à gauche. L'automate qui est juste à gauche vous dit comment passer de 1 à 2. J'appelle ça un automate, c'est une machine de Turing, mais bon. Bah, ça fait la même chose, sauf qu'on fait bouger la flèche. Donc effectivement, la bande ne bouge pas. De toute façon, là, on a fait un algo qui ne fait que lire, qui n'écrit rien. Donc, il n'y a pas de raison. Hop. Effectivement, on bouge la flèche vers la droite. De toute façon, toutes nos transitions ici vont aller vers la droite. Et est-ce qu'on a changé d'état? Non, puisqu'on a lu un B. Voilà. Le troisième état, je ne devrais pas dire 1, 2, 3, mais plutôt 0. Je vais effacer. Pourquoi 0? Parce que c'est avant d'avoir commencé à calculer, c'est l'état initial, quoi. Donc 0, 1, 2. C'est plus pertinent. 1. Ensuite, deuxième pas de calcul. C'est toujours un peu pareil. B, 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 A,
Tac. Et donc, maintenant, on est là-dessus, et on est sur Q0. 3. On fait la transition. Bien sûr, on ne change toujours pas la bande. On écrit toujours A. Donc là, B, B, A. Tac, tac. Voilà. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, on a lu un A, donc on est passé dans l'état QA. Et enfin, 4. Je vais juste écrire Q accepte parce que le reste ne nous intéresse pas. On s'en fiche de savoir comment est la bande. De toute façon, on a accepté. Ça vous va, ça? Normalement, si vous savez faire le dessin à gauche et ensuite l'appliquer pour faire la suite des configurations, c'est bon, vous maîtrisez les machines de Turing. Enfin, vous maîtrisez leur définition, parce qu'après, la difficulté, bien sûr, ça va être, pour un problème donné, construire la machine de Turing qui le résout. Et ça, c'est difficile. C'est aussi difficile, on va voir, que savoir écrire un programme en langage de programmation pour résoudre un problème. C'est un problème gigantesque sur lequel vous vous améliorez toute votre vie. Il n'y a pas de solution ultime. OK? Mais par contre, déjà sur le côté un petit peu mécanique de comment est-ce qu'on représente une machine de Turing, qu'est-ce que c'est, comment ça tourne, qu'est-ce que c'est la suite des configurations, j'espère que vous avez à peu près compris. Sinon, bien sûr, allez-y, posez-moi autant de questions que vous voulez. OK, donc là, on a fait nos petits exemples simples. Ah oui, alors ça c'est un petit exemple réel. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a des vraies machines de Turing. Ça, c'est une machine de Turing qui a été faite en Lego technique, qui marche par un système hydraulique, enfin à air comprimé, quoi, et qui réalise vraiment une machine de Turing, qui a été faite par des élèves de l'ENS Lyon il y a une dizaine d'années, même un peu moins que ça. Et alors, comment ça fonctionne? Vous voyez là le truc sur un rail en bas, là, ça c'est la bande. Et donc, ça dépose des petits carrés pour représenter les symboles, genre 0 et 1. Genre quand il y a un carré haut, c'est un 1, et quand il y a un carré bas, c'est un 0. Et la grande grille qu'on voit là, ça code les états de la machine de Turing. Non, les transitions de la machine de Turing, pardon. Voilà. Et puis, du coup, ça arrive là, ce truc-là, selon ce qu'elle lit sur la bande, selon l'état courant qui doit être codé, je pense, dans les trucs sur la gauche, ça arrive à réaliser les transitions. Donc ça, c'est une vraie machine de Turing concrète, ça existe. Je crois qu'il y en a plusieurs en France qui ont été faits par différentes personnes et qu'on peut en voir dans certains musées. Alors attention, c'est que des machines de hobbyistes. La machine de Turing n'a jamais existé pour calculer quelque chose de pratique. OK? C'est un modèle théorique. Et ce qu'on a construit pour faire des calculs, je veux dire, comme ordinateur, ce n'était pas des machines de Turing. De la même manière qu'on n'a jamais construit aucun automate ou automate à pile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne fait pas des algorithmes qui font exactement la même chose qu'un automate, mais le dispositif de calcul physique qu'on utilise n'est pas un automate et n'est pas non plus une machine de Turing. OK? Donc vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on parle de machine de Turing. Ça devrait devenir très clair à partir du cours de la semaine prochaine quand même. OK? Donc ça n'existe pas autrement que pour s'amuser à les construire, cette machine de Turing. Mais on peut les construire et elles fonctionnent très bien. Et elles calculent exactement ce que je vous ai montré et qui est simulé par le programme que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'on peut faire nous-mêmes à la main. Okay. Dernier truc, quand Turing a inventé la machine de Turing, c'était pas pour faire un ordinateur, ça n'existait pas encore les ordinateurs, même s'il y avait peut-être quand même déjà un petit peu ça en tête, c'était pour formaliser ce qu'on était capable de calculer avec un papier et un crayon en fait. Voilà. Donc ça formalisait plutôt le calcul humain, même si on avait déjà l'idée on peut faire des dispositifs de calcul mécaniques. Ça existait déjà depuis le 19e siècle, et on avait ça de plus en plus en tête, mais quand même, c'était pour formaliser ce que faisait un humain quand il calculait. OK. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu ce que faisait une machine de Turing, et qu'elle pouvait accepter ou rejeter des mots. Mais en fait, on peut être plus précis que ça. Au lieu d'accepter ou rejeter des mots, on peut carrément calculer des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entrée de votre fonction, c'est l'entrée que vous avez écrite sur la bande au début. Et ce qu'elle calcule, c'est ce qui va être écrit sur la bande quand on va arriver dans Accept. OK? Donc au lieu de juste dire c'est bon, j'ai accepté le mot, on peut dire non, j'ai calculé un truc, c'est ce qui est écrit sur la bande. Ça permet d'être beaucoup plus riche que juste dire j'accepte ou je rejette un mot, comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec des automates. Et avec cette machine de Turing qui a une bande avec de l'information dessus, c'est très naturel de faire ça. Donc c'est défini par je pars de X, je fais ma suite de configuration, à la fin,
j'obtiens le mot Y sur ma bande et l'état accepte, et ben, j'ai calculé Y à partir de X. La fonction calculée par M, la machine de Turing, c'est fm appliqué à X égale Y. Alors attention, du coup, si jamais on fait reject, ou si la suite des configurations est infinie, ça veut dire que notre fonction, elle ne calcule rien en fait. Notre machine de Turing ne calcule rien dans ces cas-là. Donc on met une valeur spéciale qui s'appelle bottom, ce T inversé là, qui veut dire, bon bah, sur ces entrées-là, où on a reject, ou alors on a une suite infinie, la valeur, c'est une valeur spéciale qui veut dire f n'est pas défini en fait. D'accord? Voilà, donc on a ce petit problème-là d'avoir des fonctions qui ne sont pas définies partout. C'est un problème, mais on est obligé d'avoir ça si on veut être suffisamment général. Ok? Donc là, au lieu de juste reconnaître des langages, comme pour les automates et les automates à piles, ou pour les expressions régulières, enfin tous les trucs qu'on a jusqu'à maintenant, les grammaires, on va carrément calculer des fonctions. C'est-à-dire plutôt ce qu'on faisait en programmation ou en algorithmique. C'est plus riche. Bon. Alors, c'est justement ce qu'on va faire. On va faire des machines de Turing à la fois qui reconnaissent des langages, mais aussi qui calculent des trucs. OK? Alors, on va commencer par la machine de Turing qui reconnaît les nombres pairs écrits en binaire. Est-ce que ça vous parle? Comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître les nombres pairs écrits en binaire? Est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est les nombres qui finissent par 0. C'est les nombres qui finissent par 0. Donc finalement, c'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, exercice pour vous, je vous laisse 5 minutes, parce que du coup, on l'a déjà fait, ça devrait aller. Connectez-vous sur ce site, donc ça s'appelle Turing Machine Simulator. Je peux vous donner je peux vous donner le lien dans le chat, mais comme je n'ai pas accès au chat, ça va être compliqué. Et vous faites une recherche sur Internet, Turing Machine Simulator. Vous voyez ici, là, il s'écrit d'ailleurs turingmachinesimulator.com. Hein. Vous arrivez sur ce site-là, et vous écrivez maintenant une machine de Turing qui fait accept, donc quoi, les nombres pairs. OK. Par exemple, vous allez avoir 2 états. De toute façon, c'est ce qui était là. Hein. Vous ne reprenez pas celui qui est déjà fait, s'il vous plaît. Partez d'un truc vide, ou bien d'un autre code. On va voir Q0, c'est le nombre de 0 modulo 2, c'est 0. Q1, ah oui, non, c'est autre chose celui-là, excusez-moi, on comptait le nombre de 0. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir si on termine par un 0. C'est indifférent. Donc on va partir de celui-là parce qu'il est différent. Par rapport à tout à l'heure, ça ne va pas être des A et des B, ça va être des 0 et des 1. Donc Q0, c'est je termine par un 0. Q1, c'est je termine par un 1. Ou autre chose, c'est le mot vide. Quoi. Donc en fait, l'état initial ici, ça va plutôt être Q1. Q0, si je lis 0, ça va en Q0. Q1, si je lis 0. On n'écrit pas plus parce que je voudrais que vous finissiez le code. Allez-y, allez sur Turing Machine Simulator. Écrivez un code. Vous voyez qu'est-ce qu'il faut mettre? Vous avez 3 informations ici. Name, ça va juste être le nom de la machine. Init 2 points, c'est l'état initial. Accept 2 points, c'est l'état acceptant. L'état rejetant est implicite, c'est quand il manque des transitions. Et ensuite, vous écrivez la suite des transitions sous la forme état, lettre lue, et ensuite en dessous, état atteint, lettre écrite, déplacement. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez lever la main dans la liste des participants. Bien sûr, une fois que vous avez terminé, appuyez sur compile et testez quoi, pour voir que ça marche.
Donc Clémence a réussi. Super. Monsieur, Oui. pourquoi l'état initial, c'est Q1? Alors parce que là, Q0, ça représente le fait que j'ai lu un 0 et Q1 que j'ai lu un 1. Ah oui, c'est une bêtise. Attends, non, c'est pas une bêtise. Et Q1 que j'ai lu un 1 ou éventuellement que j'ai rien lu. C'est-à-dire que je vais rejeter si j'ai rien lu, d'accord? C'est pas un nombre pair, quoi. Ok. Du coup, je commence par Q1. Monsieur, vous pouvez redonner le lien parce que C'est Turing j'ai pas Machine trouvé. Simulator. Tu peux faire une recherche. D'accord, merci. Turing Machine Simulator. Je ne peux pas vous l'envoyer sur le chat, j'arrive pas à voir le chat. Par exemple, j'ai rejeté. Parce que ce n'est pas un nombre pair. Si j'ai un nombre pair, ah, là, je me suis trompé. C'est que j'ai. Vous voyez, normalement, ça aurait dû accepter 1, 0, 0. Il m'a rejeté, c'est que j'ai fait une typo quelque part. Où est-ce que j'ai fait une typo? Ici. Voilà. Quand je lis un 0, je dois passer à l'état Q0. Je recompile ma machine. Je recharge. Là, c'est accepté. Ok, super. Donc j'espère que vous avez essayé, que vous avez à peu près réussi. Vous voyez, c'est le même code que tout à l'heure, hein. J'ai juste eu besoin de changer. J'ai changé le nom de mes états pour que ce soit plus clair, mais ça, c'était pas obligé. Et j'ai changé les lettres de AB vers 0,1. Ok, et c'est tout. Alors, maintenant, on va faire un truc qui calcule quelque chose. Et on a mis ajoute 1 à un nombre écrit en unaire. Alors, un nombre écrit en unaire, c'est quoi? Vous savez ce que c'est un nombre écrit en unaire? Vous connaissez le binaire, mais est-ce que vous connaissez le lunaire? Lunaire, c'est le système de comptage le plus simple qui soit. Vous avez juste 1. Donc, par exemple, ça, c'est le nombre 9 en unaire. J'ai écrit 9, 1. OK? Donc, lunaire, c'est juste écrire des bâtons pour dire combien est-ce qu'il y a de bâtons. OK? Donc, tout ce qu'on veut là, c'est qu'on suppose qu'on a un nombre écrit en unaire, donc plein de 1, et on veut rajouter 1 à la fin. Comment est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que quelqu'un peut me proposer une idée? Un programme qui va mal ajouter un 1 à la fin de mon nombre écrit en unaire. Tant qu'on lit un truc, enfin une barre, on n'écrit rien et on bouge à droite. Et quand on lit rien, on rajoute, on écrit une barre et Exactement. Je vais avoir besoin de combien d'états pour ça? Moi j'aurais dit 2. 3. 2, ouais. Ah Juste non, l'état pour aller vers la droite, et puis l'état acceptant qui va permettre ensuite d'écrire ce qu'on veut. Donc en fait, on s'en fiche de ce qu'on lit. Donc par exemple, de toute façon, ici, on va avoir que 2 symboles, hein. 1 et blanc. Donc si je lis 1, ben, je reste dans Q droite, je laisse 1 et je vais à droite. Et si je lis, donc c'est le plus simple du monde, hein. Hop. Hop. Et si jamais je lis QD blanc, je vais sur Q accept. J'écris pas un blanc, mais j'écris un 1 et je reste sur place. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'y a besoin que de 2 étapes pour celui-là. On va l'appeler celui-là. On va l'appeler, on a dit quoi? Ajoute 1 en unaire. Hop, c'est parti, je load mon truc. Vous voyez, c'est très simple, on sait se balader dans un mot. Il suffit de faire un truc, un état spécial qui se balade jusqu'à voir effectivement un état. Ah, j'ai mis rejected, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
On voit pas pourquoi il est rejected. Pourquoi il est dans l'état Q1. Ah, c'est parce que j'ai pas compilé, excusez-moi. Je vais tourner l'ancien là. Une bêtise de ma part. Ok, je fais tourner le nouveau. Voilà. Donc on s'arrête sur QAccept, mais ce qui est important, c'est la valeur sur la bande. Et la valeur sur la bande, c'est bien. J'avais 9,1, j'en ai ajouté 1, j'ai maintenant 10,1. Donc on vient de réussir à faire une addition. Enfin, une addition plus 1, quoi. Intéressant, non? Alors maintenant, on va faire plus dur. On va le faire ajouter 1 à un nombre écrit en binaire. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter 1 à un nombre écrit en binaire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on fait ça? Si le dernier nombre, c'est un 0, on remplace ce 0 par un 1. Ouais, Et si le dernier nombre, c'est un 1, il faut bouger à gauche et remplacer. Et voilà, je suis bloquée. c'est ça. Alors, attends, on va le reprendre sur un petit exemple pour que tout le monde voit. Donc, si vous voulez faire un nombre en binaire, 1, 0, allez hop, plus 1. Bon, alors, si votre 1, vous l'ajoutez à un 0, c'est facile. On remplace le 0 par un 1. OK? La difficulté, c'est quand on a des 1, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand vous avez 1 plus 1, ben, ça vaut 0. Et on se déplace vers la gauche et on lui ajoute 1. D'accord? Et si ça fait encore 0, on se déplace à la gauche et on ajoute 1. Encore 0. Puis quand on rencontre enfin un 0, on met un 1 et c'est terminé. OK? Moi, c'est très facile de faire ça comme algo, d'accord? On se déplace vers la droite du mot pour réussir à détecter le dernier caractère. Bien. Ça, normalement, vous faites un état spécial pour ça, pour aller jusqu'à la droite du mot et revenir sur le dernier caractère. Ensuite, si c'est un 0, on écrit un 1. Si c'est un 1, on écrit un 0 et on va vers la gauche. C'est clair ça? Essayez de le faire. Je vais vous donner juste le début, par exemple. Celui qui permet d'aller se positionner. Je vais l'appeler Q droite, pareil. C'est l'état initial. S'il lit un 1 ou un 0, il ne touche pas et il va vers la droite. Et si tout d'un coup, il lit un blanc, il va faire quoi? Il va laisser le blanc et il va pas aller en Q droit, justement, il va aller en Q calcul. Et il va se positionner à gauche. Et là, mes trois premières transitions, elles permettent de faire quoi? De partir du début du mot, d'aller jusqu'à la fin du mot, de revenir un cran en arrière, c'est-à-dire sur la dernière lettre du mot, sur le dernier chiffre en l'occurrence, et de commencer le calcul parce qu'on passe dans l'état Q calcul. Et là, il me reste maintenant à gérer le calcul lui-même. À vous de jouer. Je vous laisse réfléchir 3 minutes, essayez de me mettre quelque chose. Et dans 3-4 minutes, vous pourrez me proposer aussi une solution. Vous avez 3 trucs à gérer. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un 0? Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un 1? Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un
plan. On peut effacer ça. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire la transition qu'on fait quand on voit un 0? Donc Q calcul 0. Je suis dans l'état Q calcul, je suis sur un chiffre de mon nombre en binaire, je veux lui ajouter 1, et ce chiffre auquel je veux ajouter 1, c'est un 0. Donc quel état je passe? Qu'est-ce que j'écris? Personne ne me propose rien pour un Q calcul 0, donc je suis dans l'état, une fois qu'il représente le fait que je suis en train de calculer, je suis en train d'ajouter 1, c'est un chiffre dans mon nombre. On met QD 0. Q quoi? QD 0, non? Pourquoi QD? Parce qu'on retourne dans l'état QD, non? Bah, l'état QD, il sert à aller tout à droite et à détecter Ah. le dernier chiffre. Il n'y a pas vraiment de Alors- raison qu'on aille dans QD, quoi. Quand on Alors, a on réussi à rajouter 1 à 0, est-ce qu'il y a encore des choses à faire dans le calcul? Non, on Ah non, reste, c'est on- fait que tu acceptes. Ouais, c'est terminé en fait. Donc effectivement, Q accepte, je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'on écrit? Un blanc. Ah bon? Donc tu viens d'ajouter 1 à 0. C'est ça le but, hein. Tu viens de lire un 0, tu veux lui ajouter 1, et tu remplaces ton 0 par un blanc. Regardez la seule situation qu'on peut avoir, hein. La situation, c'est par exemple, sur la bande, on avait ça. Hop, on est là-dessus. Excusez-moi, on va plutôt dire on avait un 0. Hop, un 0. Qu'est-ce que je veux obtenir si je lui ajoute 1? Ça, c'est la fin, hein. Il y a des blancs après. Je suis comme ça. Je calcule. Je lis un 0, je suis en Q-calcul. Je lui ai ajouté 1 à ce moment binaire. Je suis sur le bon chiffre, hein. Qu'est-ce qui se passe quand je lis un 0? C'est pas extraordinaire, hein, ce qui se passe. Tout simplement, on le remplace par un 1. Ouais, on le remplace par un 1, exactement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Je n'arrive pas à l'effacer correctement. Hop. On le remplace par un 1 et on s'arrête, ça veut dire que le calcul est terminé. Et d'ailleurs, si le 0 est à un autre endroit du nombre, il se passe la même chose. Vous voyez tout à l'heure quand j'ai fait le calcul sur 1, 0, 1, 1, 1 plus 1, bon, j'ai calculé mes 3 zéros, et quand je suis arrivé à un 0, je l'ai remplacé par un 1 et j'ai terminé. De toute façon, c'est toujours la même chose. Donc oui, je suis d'accord. On le remplace par un 1, puis de toute façon, on s'arrête, donc c'est pas la peine de déplacer la tête de lecture. Okay. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je suis sur un 1? Donc imaginons que je suis dans cette configuration-là, et je veux ajouter 1. Donc je vais ajouter 1 à 1. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Ce truc-là, la Q calcule 1. D'ajouter 1, j'ai lu un 1. Il faut que je passe dans quel état? Il faut que j'aille dans quelle direction? Et il faut que j'écrive quoi? On reste dans le même état et Ouais, parce qu'on a encore des calculs à faire, je suis d'accord. on écrit un 1 et on passe à gauche. On n'écrit pas un 1, parce que 1 plus Un 0. ouais, ça fait 10, donc ça Ah fait oui. 0 quoi, à écrire. Et on va à gauche, tout à fait. Et du coup, la retenue, comment on la gère? Et ben on la gère par le fait qu'on va à gauche. Comme on va à gauche, ça veut dire qu'on va rajouter 1 au chiffre qui est à gauche. Ça revient exactement à faire une retenue, ça. Hein, parce que du coup, quand il n'y a pas de retenue, on s'arrête. Et quand il y a une retenue,
on continue à faire le calcul vers le chiffre qui est à gauche, c'est-à-dire qu'on lui ajoute 1, quoi. C'est parce que c'est le cas particulier, ajouter 1 qui est plus facile, hein, en binaire. Si vous avez un truc plus compliqué, peut-être on ne pourrait pas faire ça comme ça. Et il nous reste un dernier truc à gérer. Qu'est-ce qui se passe si on lit un blanc? Et est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Parce qu'on va arriver tout à gauche et on trouvera un 1, non? Alors ouais, pas dans le modèle là, qui est d'ailleurs c'est tant mieux, pas dans le Si on modèle arrive si on arrive à Q0, non? bien fini. On peut arriver au-delà du nombre qui a été écrit en entrée. On peut arriver à gauche de ce nombre-là. Et à ce moment-là, il y aura un blanc. Je vous donne un exemple. Imaginez que votre... donc encore une fois, là, dans ce modèle-là, c'est infini des deux côtés, hein, sur le programme sur Internet. Donc vous avez par exemple ici 1 et 1. Tout autour, vous avez des blancs. Bah, si jamais j'applique mon algo, vous voyez que le 1 va devenir un 0, le 1 va devenir un 0, et on va se retrouver ici à calculer, et on aura lu un carré. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a lu un carré? On écrit 1 Ouais. C'est comme un 0, en fait, le carré. et on va s'arrête. écrire 1 et s'arrêter. C'est exactement comme un 0. On pourrait imaginer que le carré, ça correspond à un 0 qui est au début, écrit au début du nombre, qui ne change pas sa valeur. Donc on fait aussi Q accept 1. Ok. Et là, normalement, on a ajouté 1 en binaire. Donc on va tester. Je compile. On va commencer par un truc facile. 1, 0, 0. Donc pour celui-là, on s'attend. Mince. C'est pas celui que je voulais. Voilà. Hop. C'est parti. Donc vous voyez, première chose, il se place sur la droite. Hop. Il change le 0 en 1, c'est terminé, 101. Donc il a bien calculé à partir de 100, qui est donc la valeur 4, 101 qui est la valeur 5. Maintenant, plus compliqué, on va lui demander 1001 plus 1. Même 1011. Hop. C'est parti, mon kiki. On va sur la droite. Avec l'état QD. On arrive sur la gauche avec le calcul. On transmet les zéros et ça nous met bien un 1. Oui, 1011 plus 1, ça fait bien 10 011, pardon, plus 1, ça fait bien 10 100 en binaire. C'est génial. Et encore plus compliqué pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, si j'ai que des 1, donc par exemple ici 11 111, et bien normalement, si je fais plus 1, ça fait 100 000. Et voilà. Si on commençait par un 0. Comment? Si on commençait par un 0 et qu'on mettait la suite. Ça marcherait sans problème. Là, je n'ai pas commencé par un 0 parce que normalement, on ne fait pas ça hein, quand on écrit des nombres, mais ça marcherait très bien. Ça remplacerait du coup le 0 par un 1. Voir. Et voilà. Donc là, on vient de faire une machine de Turing qui sait compter, puisqu'elle ajoute un 1 à une valeur. Ça veut dire par exemple qu'on peut très facilement faire un compteur avec une machine de Turing. Si vous avez besoin de faire un algorithme avec un compteur, bah, hop, là on a le code sous les yeux, on sait gérer un compteur. Je vais rajouter 1, donc il suffit de le répéter pour faire un compteur. Ça va? Ok, on va s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que j'avais après? Ouais, on va réserver la suite au cours de la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous laisse méditer tout ça. Je vous suggère de peut-être essayer de faire vous-même une petite machine de Turing pour un truc très simple sur le site. Essayez de programmer vous-même un truc qui marche. Prenez un truc que vous avez déjà fait avec un automate à pile, par exemple, ANBN, par exemple, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, un truc pas trop compliqué, et essayez de le faire avec une machine de Turing. Comme ça, vous serez super prêt pour les prochains TD et le prochain cours. Dans le prochain cours, on verra
des extensions au modèle des machines de Turing. Et puis, on fera vraiment des exemples plus compliqués de choses qu'on peut calculer avec des machines de Turing. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Sinon, vous me poserez des questions la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt. Là, je peux voir votre chat parce que j'ai arrêté de partager.